Nicolas, tu es infirmier et tu as été choisi il y a une dizaine d'années par deux scientifiques et psychologues, Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier, pour tester tes capacités de sortie hors du corps. Ces expériences ont été menées dans le cadre de protocoles rigoureux, sous contrôle d'un huissier de justice, et ont été relatées dans le livre Voyage aux confins de la conscience, paru en 2016. Depuis, de nombreux médias t'ont interrogé pour découvrir tes facultés. Tu es notamment apparu dans l'émission Les pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2 en 2022. Tu as également fait partie des personnes interrogées dans le livre Connexion, études sur les contacts avec l'invisible, de Sylvie Détiolaz et Claude-Charles Fourier, sorti en octobre 2023. Dans cet entretien, tu vas nous faire découvrir les facultés extraordinaires que tu as depuis tout petit et celles qui se développent encore aujourd'hui sans pour autant que tu les recherches. Alors, ma première question, tu sors de ton corps depuis ton enfance. Est-ce que tu peux nous décrire ce phénomène ? À quand remontent les premiers souvenirs de tes sorties hors du corps ? Et surtout, comment tu as eu la preuve que ce n'était pas des hallucinations de ta part, mais bien des sorties hors du corps ? Alors, pour expliquer le phénomène, ce que je ressens au niveau du phénomène, c'est, dans un premier temps, j'ai l'impression que quelque chose de plus fluide que mon corps, comme de l'énergie, on va dire, ou une masse plus fluide, se décale légèrement de mon corps physique, un peu vers l'avant, parfois sur les côtés ou vers l'arrière, dans un effet un peu de balancement, comme ça. À ce moment-là, il y a une espèce d'effet tourbillon. J'ai l'impression que ça se met à tourner. Et il y a un flash lumineux. Et après ce flash lumineux, ma conscience se retrouve dans un endroit différent d'où se trouve mon corps. Donc tu ne vois pas le trajet ? Je ne vois pas le trajet. La plupart du temps, je ne vois pas le trajet. C'est le flash lumineux et je me retrouve à l'endroit. Certaines personnes qui vivent des sorties hors du corps, eux, ont cette notion de déplacement. Ils ont vraiment cette notion de trajet. Moi, ça m'arrive, mais c'est très rare. La plupart de mes sorties hors du corps, il n'y a pas cette notion de déplacement. Il y a vraiment... c'est un déplacement instantané, on va dire. Pour les souvenirs les plus lointains que j'ai de ces sorties hors du corps, c'est aux alentours des 6-7 ans, à peu près. À l'époque, comme maintenant, c'était surtout au moment où je m'ennuyais. À l'école, par exemple, quand j'étais devant le tableau avec la maîtresse d'école, ça m'ennuyait. Et donc, j'avais l'impression de rêvasser, mais je me suis rendu compte, en fait, que c'était pas simplement des rêveries. Je me suis rendu compte que ce que je voyais, parce que j'avais plus la notion d'être en classe, mais je voyais ce qui se passait chez mes parents, je voyais ce qui se passait chez ma grand-mère, et je me suis assez vite rendu compte que ce que je voyais à cet instant-là, c'est ce qui se passait réellement. Ça, j'ai vérifié très rapidement le soir quand je rentrais à la maison, par exemple, et je voyais que mon père avait construit un muret dans le jardin sur la journée, il ne travaillait pas. Moi, j'avais vu ça en classe, pendant que j'étais en classe, j'avais vu mon père construire un petit muret. J'arrive le soir, le muret était là. Ma mère qui avait fait aussi un gâteau, c'était assez exceptionnel parce que c'est vrai qu'elle cuisine pas beaucoup, elle avait fait un gâteau à l'ananas avec des tranches d'ananas, j'avais vu ça. J'arrive le soir, il y avait le gâteau à l'ananas. Ma grand-mère qui avait des lapins, il y avait un lapin en particulier qu'on aimait bien avec ma sœur. On arrive le soir parce qu'on va manger chez ma grand-mère, le lapin il n'est plus là, et il est dans la casserole. Donc, et j'avais vu ma grand-mère, elle a chopé le lapin et le tuer. Donc, tout ça, ça a été des moments un peu particuliers pour moi parce que quand j'étais enfant, j'avais l'impression que tout le monde pouvait faire ce genre de choses. Donc, je vivais, je voyais, je vérifiais. J'ai commencé, j'en ai parlé un petit peu aux copains de classe, etc. Et puis je me suis vite aperçu qu'en fait, non, tout le monde ne vivait pas ça et que j'étais un petit peu tout seul à vivre ce genre de choses.
Les enfants rêvassent, mais ils ne voient pas forcément ce qui se passe en temps réel chez leurs parents ou ailleurs, quoi. Puis c'est à l'adolescence où là, ça a été un peu plus une prise de conscience de ma différence, du fait que ce que je vivais déjà était un peu unique, parce que j'avais beau en parler à mes parents, enfin j'en ai parlé un petit peu à mes parents, à mes maîtres, ma maîtresse d'école, mais personne ne comprenait, les adultes ne comprenaient pas, les enfants rigolaient ou ils me prenaient pour un super-héros. C'est bien ça. Ouais, c'était le côté un peu positif, mais et encore, et encore. Et puis donc à l'adolescence, il y a aussi cette notion de peut-être que je suis fou, qui est arrivée aux alentours des 14-15 ans, au moment où on prend vraiment conscience de sa différence, plus l'autre différence qui m'était associée, le fait d'être homosexuel. Ça faisait vraiment deux choses qui ont fait que je me suis posé la question de est-ce que je suis fou? Donc de là, il y a eu vraiment une vérification systématique de tout ce que je vivais. Chaque sortie hors du corps que je vivais, que je voyais quelque chose, j'allais vérifier. Je vérifiais pour être sûr de ne pas être fou. J'ai arrêté d'en parler à l'adolescence jusqu'à mes 18 ans. J'en parlais à personne. J'en parlais plus à mes parents, j'en parlais plus à mes amis. Un petit peu, mais vraiment les amis très proches. Mais sinon, c'est vrai que c'était pas quelque chose que j'évoquais. À cause de l'incompréhension. Quand tu étais jeune, en fait, c'était quand tu t'ennuyais, qu'il y a quelque chose de toi qui sortait hors du corps. Alors, petite question, quand tu sors de ton corps, tu es encore conscient de ce qui se passe là où tu es physiquement? Ah, plus du tout. Je suis plus du tout conscient de là où mon corps se trouve. C'est-à-dire que, alors, j'ai les yeux ouverts quand je fais une sortie hors du corps comme ça. J'ai les yeux ouverts. On peut passer la main, on peut faire des flashs lumineux, on peut taper dans les mains. Ça me fait pas revenir. J'ai absolument aucune notion de ce qui se passe à ce moment-là. On avait fait des tests avec l'équipe Sylvie et Claude Charles et une équipe de neurologues sur Genève où on avait mis des capteurs, un électroencéphalogramme au niveau de ma boîte crânienne pour voir l'activité cérébrale en temps réel. Et qu'est-ce qui se passait pendant que je faisais des sorties hors du corps. Donc on l'a fait et le diagramme montrait que la zone de la vision, qui contrôle la vision, était totalement inhibée pendant les sorties hors du corps. C'est comme si j'étais aveugle de naissance. Il n'y avait aucune activité. Donc il y avait, pendant l'électroencéphalogramme et pendant les sorties hors du corps, il y avait des stimulations visuelles. Il y avait un écran avec des stimulations visuelles. J'avais les yeux grands ouverts, mais aucune activité au niveau du cortex visuel. Donc, et pareil au niveau auditif. En fait, donc je n'entends rien, je ne vois rien. Ah ouais. Pourtant, mes oreilles sont toujours là, mes yeux sont toujours là, mais non. Le cerveau n'imprime rien, en tous les cas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme différence? Je ne savais pas qu'on avait regardé ton cerveau. Ouais, on a fait des tests. Alors, il n'y a pas eu de... il n'y a pas eu de publication sur le sujet, parce qu'il aurait fallu le refaire à plusieurs reprises. Et je crois que l'équipe de neurologues à l'époque avait quitté l'université de Genève, et donc du coup on n'avait pas pu poursuivre avec eux. Mais c'est vrai qu'on aurait aimé le faire. On a fait aussi une fois un IRM de mon cerveau. Alors, heureusement j'en ai un. On n'en doutait pas. Ouais. Mais a priori, au moment des sorties hors du corps, il y a des choses spécifiques qui se font, qui sont un peu étranges. Mais ça mériterait de faire encore des nouvelles captures de mon cerveau, et puis de faire aussi des nouveaux électroencéphalogrammes pour pouvoir être sûr, parce que c'est pas parce qu'on le fait une fois que c'est à chaque fois vrai. Et il faudrait reproduire l'expérience plusieurs fois pour se dire, oui, ben tiens, à tel moment, Nicolas vit ça, il y a ça qui se passe dans son cerveau. Ce qu'il faudrait aussi,
c'est pouvoir multiplier les tests avec d'autres sujets. Parce que moi, malheureusement, je suis le seul à être vraiment étudié, à me prêter à ça, à maîtriser suffisamment les sorties hors du corps pour pouvoir me prêter à un protocole scientifique, ce qui n'est pas le cas de tous ceux qui vivent des sorties hors du corps. Parce que toi, tu peux le faire à volonté? Maintenant, ouais, je peux le faire à volonté. Alors Quasiment à volonté. Avant, en fait. c'était par l'ennui? Alors, avant, c'était par l'ennui, uniquement. Et la seule chose qui me motivait, c'était l'émotion. C'est-à-dire que c'était chez mes parents, chez ma grand-mère, ma sœur. C'était que émotionnel. Actuellement, c'est toujours beaucoup lié à l'émotionnel. Mais grâce au travail avec Sylvie et Claude Charles, grâce à tout cet entraînement qu'on a eu, parce que on a beaucoup travaillé sur l'affaire, j'arrive plus facilement, on va dire, à induire l'endroit dans lequel je vais aller. Voilà. C'est ce qu'il fallait pour les tests, parce que au niveau émotionnel, d'aller voir ce que projette un ordinateur dans une pièce qui est fermée à clé à côté, et de se retrouver face à l'image d'un crabe, d'une crevette ou d'un losange jaune, niveau motivation, c'est pas génial. Et c'est pour ça que ça a été compliqué, parce que moi, avant de maîtriser complètement, provoquer la sortie, il n'y a pas de problème. Provoquer la sortie, il n'y a pas de problème. C'est après l'endroit où elle est. Et du coup, pendant les tests, il suffisait que dans la rue, j'entende une ambulance, au lieu d'aller dans la pièce d'à côté, mon émotionnel, entre guillemets, ce qui m'intéressait le plus à ce moment-là, c'est d'aller suivre l'ambulance. Et donc, au lieu d'aller dans la pièce de test, je filais dans la rue et j'allais voir ce qui se passait. Est-ce que tu peux justement nous raconter comment ça se passait ces tests? Et puis surtout, le phénomène incroyable qui est arrivé et qui est décrit dans le livre Voyage au confins de l'inconscience, où il y a un moment, quelque chose en plus. Sur la fin, oui. Alors, donc les tests, alors il y a eu deux types de tests. Il y a eu les premiers tests sur les sorties hors du corps réellement. Donc, l'idée, c'était de pouvoir prouver que le phénomène de sortie hors du corps était déjà différent d'un phénomène hallucinatoire. C'était pas une hallucination. Qu'effectivement, il y avait un déplacement de la conscience, c'est-à-dire que la conscience pouvait se déplacer dans une pièce pour aller voir ce qui s'y passait, revenir et rapporter l'information, et essayer de balayer aussi tous les problèmes de biais, c'est-à-dire que c'était un protocole en double aveugle. Je me trouvais dans une pièce, dans une autre pièce qui était scellée, contrôlée par un huissier, un ordinateur sélectionnait une image aléatoirement dans une banque de 600 images, la projeter. Moi, mon but, c'était de sortir hors de mon corps, d'aller dans cette pièce fermée, de voir l'image, de revenir, et là, un deuxième ordinateur me montrait 20 images, et je devais sélectionner l'image que je voyais. Donc j'avais une chance sur 20. Ça, c'était les premiers tests. Après, donc, la fondation qui finançait l'institut de recherche a voulu faire des tests sur la clairvoyance. Donc la clairvoyance, c'est la capacité à avoir ou à avoir des informations sur quelque chose qui nous est inconnu. Là, typiquement, l'idée, c'était, il y avait des enveloppes. Dans l'enveloppe, il y avait une photo. Je devais voir ce qu'il y avait dans l'enveloppe, enfin, sans l'ouvrir, bien évidemment, et faire mon choix entre 4 photos. Dans ces 4 photos, donc il y avait une chance sur 4. Donc on va dire que le hasard voudrait qu'il y ait 25% de réussite. Au début des tests, on l'a fait avec mes capacités classiques, voilà, et on arrivait au tout début à 30-35% de réussite, ce qui était bien, mais c'était pas non plus mirobolant. Puis c'était long, parce qu'en fait, il me fallait beaucoup de temps pour me concentrer, c'est une capacité que j'utilise, voilà, que j'utilise pas forcément, et que j'ai pas beaucoup travaillé, donc du coup, c'était compliqué. Et puis un jour,
vu que ça prenait du temps, j'ai entendu dans mon oreille une voix, enfin, plus exactement un concert de voix qui m'a dit ça va pas assez vite. Alors là, je me suis dit, eh ben tiens, Nico, tu deviens fou. Ça y est. Ça y est, tu n'as pas échappé. Et j'ai eu très peur, parce que moi, je suis un peu froussard quand même si je vis des trucs bizarres. Dès que c'est quelque chose de nouveau que je ne maîtrise pas, ça me fait un peu peur. Et là, j'ai commencé à entendre des informations auditives. Donc j'avais jusqu'à maintenant des informations visuelles, donc ça allait. Mais là, c'était vraiment des informations auditives. Et donc j'ai eu au départ des musiques. J'entendais des musiques. Par exemple, j'ai entendu la chanson de Charles Trenet, Le soleil a rendez-vous avec la lune, ce qui n'est pas du tout de mon époque, hein, c'est pas du tout mon style de musique que j'écoute. Et dans les 4 images, il y avait l'image d'une éclipse. Donc effectivement, c'était ça. Comment t'as fait du coup? T'as rechanté la chanson? Ouais, en fait, je suis arrivé et je leur ai dit, j'ai entendu une chanson, Le soleil a rendez-vous avec la lune. Ah ouais. Puis donc on a ouvert l'enveloppe qui contenait les 4 photos, et là il y avait une éclipse. Alors, ils sont tous devenus blêmes, moi aussi. Et donc j'ai choisi ça, donc c'était la bonne réponse. J'ai entendu aussi, j'avais entendu une musique d'Edith Piaf, emportée par la foule, je crois, ou Padam, enfin une musique d'Edith Piaf. Et dans les photos, il y avait Edith Piaf. Il y a eu aussi la musique de Rocky. Et ça, en fait, j'avais jamais vu le film, et j'avais déjà entendu cette musique, mais je pouvais pas l'associer au film Rocky. Donc, je suis arrivé, j'aurais dit, j'ai entendu une musique, donc je leur ai fredonné, et ils me disent, c'est Rocky. Et puis on regarde, et il y avait Rocky. Donc, au départ, c'était des musiques. Puis après, il commençait à y avoir des petites charades, des petits trucs un peu rigolos. Il y avait eu pas des bois, mais très drôle. Et en fait, c'était Muriel Robin. Donc, il y avait eu... Ça me met les poils d'en reparler. Il y avait eu j'avais entendu serpent de bois. Et en fait, l'image, c'était serpent boa. Et puis après, ça a été des textes plus longs. Alors, je pourrais pas les redire parce que je m'en souviens plus. Enfin, je pourrais pas les redire comme ça parce que ça devenait de plus en plus long, et puis ça devenait un peu moralisateur. Il y avait des choses un peu particulières. Il y avait eu une image du pape, et ça parlait, je sais plus, des moutons qui le suivaient sans réfléchir, ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait des trucs. Et tout ça par des voix qui me parlaient, cette espèce de concert de voix. Et ouais, c'était particulier. Donc là, quand tu nous expliques ça, on comprend qu'il y a une intelligence qui communique avec toi, puisque tu ne sais pas en fait. C'est ça. Tu ne connais pas ces chansons. Alors, effectivement, il y a des informations que je n'ai pas. Et elles me sont données par cette voie-là. Après, est-ce que c'est une intelligence autre qui me donne ça? Est-ce que c'est la connexion à une intelligence collective? Est-ce que c'est une partie de moi qui ne se souvient pas d'avoir une information, mais en fait qui l'avait et elle revient? Ça, je ne sais pas. Avec Sylvie et Claude Charles, et puis moi aussi, on essaie de garder le champ le plus large possible et les idées le plus large possible, parce que on veut pas rentrer dans un truc dogmatique ou quoi que ce soit. On veut pas donner de nom, par exemple, des êtres de lumière, ou des anges, ou des guides. Voilà, ça c'est pas notre vocabulaire. On essaie de garder quelque chose d'assez neutre, parce qu'en fait, on aurait l'impression, enfin moi j'aurais l'impression de trop diriger les personnes qui vivent ce genre de choses vers
des vérités toutes faites. Et je pense que le plus important, c'est pas forcément qui nous parle ou quoi nous parle, mais de l'expérience de vivre cette connexion-là qui est intéressante. C'est pas forcément d'être en communication avec des anges ou quoi que ce soit, mais c'est juste le fait de la communication. Juste ce lien qui est intéressant. Le reste, on s'en fout. Et ces voix qui te parlent donc à ce moment-là, à l'occasion de ces expériences, qui ne te parlaient pas avant, non. Elles ont continué à te parler après? Oui, elles ont continué à me parler après. Alors, pas comme ça, pour rien me dire ou quoi que ce soit, mais toujours quand il y a une interrogation profonde ou on va dire un danger imminent, ou quelque chose d'imminent dont je ne me rends pas compte. Par exemple, en tant qu'infirmier, ça m'est arrivé d'avoir dans la main des médicaments, tout un lot de médicaments, et j'allais les donner à une dame. Pour moi, j'étais persuadé que c'était pour cette personne. Mais parce que je les avais pris, j'étais sûr de ce que j'allais faire. Je vais pour lui donner. La dame, trouble cognitif, elle se serait pas rendue compte que c'était pas ses médicaments. Je vais pour lui donner, et là j'entends ce flot de voix qui me dit non, pas pour cette personne. Puis je regarde, je me dis bah si, quand même, si, sûr de moi. Hein. J'y retourne, non. Deuxième fois, je me dis ouais, quand même, vérifie. Je vérifie. Ah ben, heureusement que je vérifiais. Elles avaient échangé les places entre deux résidentes qui se ressemblent physiquement. Et heureusement que j'ai eu cette alerte-là. Parce que si je lui avais donné à Mémé tout le lot qu'il y avait, elle n'aurait pas été bien en point. Ouais. Donc, ce genre de, voilà, c'est sur ce genre de choses. En revanche, si moi je pose une question, si je dis, j'aimerais bien savoir si il faut que je me lance dans tel truc, ou que je fasse telle chose, ou tel choix, etc., ils ne me répondent pas. C'est vraiment que lorsqu'il y a une nécessité, ou s'il y a un questionnement soudain, comme ça, et voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'intérêt, je pense, derrière. D'intérêt de toi? Ouais. Et tu peux poser des questions pour les gens que tu connais? Alors, j'ai essayé. Généralement, ça ne marche pas. En revanche, quand par exemple mon meilleur ami me parle de tel poste, parce qu'il est tout le temps en train de changer de boulot, mais quand il me parle de tel poste, de telle chose, ça m'est arrivé d'avoir des informations et qui me disent par exemple non qu'il n'y aille pas parce que ça va mal se passer, et effectivement en fait il prend le truc, il le fait quand même. Il prend le truc et ça se passe mal, et voilà, ça me donne des petites pistes. Mais c'est pas... Après, moi, j'essaie de pas baser ma vie sur cette potentialité de guidage, parce que déjà, d'une part, je sais pas qui me parle. Je sais pas si ils sont ou si c'est toujours bienveillant, ou est-ce que c'est la bonne voie, que je pense que je suis quand même suffisamment grand pour prendre des décisions par moi-même, et qu'il faut pas, il faut pas chercher tout le temps à être tout le temps guidé, parce que je pense que sinon après on se coupe un peu de nos responsabilités. Tu as également une faculté autre qui t'est apparue aussi avec le temps, c'est que tu vois des formes de halo autour des gens, donc qu'on pourrait appeler communément les auras. Donc qu'est-ce que tu vois exactement? Est-ce que ça a des couleurs? Est-ce que ça a des formes différentes? Et puis surtout, est-ce que tu as réussi à faire des liens entre, je sais pas, des maladies et puis des formes d'aura, ou des caractères, une forme de cartographie, on va dire? Alors oui, ça m'est arrivé, je dirais, au tout début où j'ai commencé à travailler avec Sylvie et Claude Charles. On a commencé à travailler sur ces capacités-là.
un beau jour, je me suis réveillé et j'avais l'impression de voir complètement trouble. J'avais l'impression d'avoir une espèce de voile devant les yeux et que tout était brumeux. Puis après, je me suis rendu compte assez rapidement dans la journée que ce voile brumeux, il était surtout autour des objets ou autour des personnes. Donc j'en ai parlé à Sylvie et Claude Charles, surtout à Claude Charles, qui est on va dire, un peu plus branché là-dessus, et il me dit, peut-être que ce que tu vois, c'est de l'ordre de l'invisible ou du non-visible, voilà, sans nommer. Mais essaie de voir si tu vois des détails et des choses comme ça. Puis j'ai commencé à travailler un peu cette vision et à regarder, on va dire plus précisément ce qui se passait. Et en fait, je me suis aperçu que oui, effectivement, il y avait des couleurs particulières, il y avait des densités particulières au niveau de cette énergie. On va utiliser le terme aura, même si c'est pas un terme qui me plaît parce qu'il peut être connoté, mais on va dire que dans cette aura, je vois des couleurs différentes à des endroits différents sur les personnes. Il peut y avoir aussi des formes à certains endroits. Alors, je te regarde parce que ça me permet de décrire ce que je vois un petit peu. Il y a comme s'il y avait plusieurs plans, en fait, comme si il y avait plusieurs calques sur cette énergie ou sur cette forme brumeuse, sur cette aura, et que chaque calque, en fait, avait sa particularité. Alors, est-ce que ça correspond à ce qu'on appelle les différents corps? Il y en a qui appellent ça les corps éthériques, corps... je sais plus quoi, enfin il y a plein de trucs comme ça. Je suis pas très connaisseur en la matière, mais j'ai entendu ça. Alors est-ce que ça correspond à ça? J'en sais rien. Mais chaque calque a sa particularité et parfois dans ces calques il y a des comme des formes, il y a des sphères, il y a des choses un peu qui sont de l'ordre de comment on va dire, d'un nuage un peu plus dense à certains endroits, des couleurs un peu différentes. Et puis, bon, en tant qu'infirmier, donc j'ai eu accès à des personnes malades et je me suis aperçu très rapidement que certaines particularités de ce champ énergétique pouvaient se retrouver en fonction d'une même maladie. Par exemple, chez les personnes qui sont atteintes de démence de type Alzheimer, au niveau de la sphère de la tête, il va y avoir une sorte de rétrécissement, un peu comme si ça faisait un sablier, un peu, avec généralement des zones un peu d'ombre au niveau des côtés, des tempes, comme ça. Et comme si comment on va dire, comme si cette énergie, cette brume que je vois, ne circulait pas correctement, en fait. On va dire chez une personne qui est un peu lambda, qui n'a pas ce genre de pathologie, il y a une sorte de vague et de courant qui parcourt cette espèce de nuage là, comme ça. Et chez les personnes qui ont Alzheimer, par exemple, c'est moins fluide, ça coule moins, ça fait comme des remous, des choses un peu bizarres. Je pense que je pense que l'état corporel a une incidence sur sur ce schéma-là, enfin, sur ce corps subtil ou sur cette aura. Mais je pense aussi que l'inverse est vrai. C'est-à-dire que
ça m'est arrivé de voir des choses au niveau de l'énergie, de l'aura, avant qu'elles se produisent dans le physique. Par exemple, typiquement, tout ce qui est maladie de gorge, des choses comme ça. Eh bien, pour une angine ou quelque chose comme ça, eh bien, je vois qu'il y a un truc qui se passe quelques jours avant, plusieurs jours avant, et je me suis rendu compte qu'après, quelques jours après, ben, il y avait un développement de maladie. Alors, est-ce que... Plusieurs choses. Est-ce que c'est un dérèglement de cette zone énergétique qui induit un problème physique? Est-ce que ce problème physique dans le futur marque, entre guillemets, l'énergie à travers le temps? Je sais pas. Mais ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et je veux, comme toujours, je prends des pincettes avec ce que je dis. C'est que je veux pas dire c'est ça. C'est qu'il y a tout un tas de possibilités. Là, j'en ai cité 2, mais il y en a peut-être encore plein d'autres. Et voilà, moi, j'explore. Je suis un explorateur, je regarde. Et puis, en fonction de ce que je vois, on essaie de tirer certaines conclusions. Et bon, parfois, on est à côté de la plaque, mais c'est pas grave. Non, mais ce qui est génial avec toi, c'est que, et très paradoxal, c'est que au final, ces sujets dont pourraient s'emparer certaines personnes qui sont très branchées spiritualité avec des dogmes un peu, toi, t'es pas du tout comme ça. Donc, tu as vraiment une démarche scientifique en fait. Tu testes, tu formules des hypothèses, mais t'es pas dans le dogme du tout. Et d'ailleurs, effectivement, il y a plein de gens qui pourraient dire oui, ça c'est le corps éthérique, machin et tout. Toi, tu sais pas en fait. C'est ça. Donc, tu es vraiment un explorateur comme un scientifique. Ouais. En fait, j'aime le fait d'explorer. Et je pense que dès qu'on rentre dans un dogme, ou dès qu'on rentre dans une idée préconçue, mais même en science, hein, quand on est sûr de chercher que dans un seul coin, enfin, sur une seule ligne, bah, en fait, au final, on se coupe de toutes les potentialités. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien utiliser le terme explorateur. Et avec Sylvie et Claude Charles, on dit qu'on est plus une équipe d'exploration qu'une équipe de recherche. C'est parce que l'explorateur, il est comme ça. Il se laisse surprendre par tout le reste. Le chercheur, il sait ce qu'il recherche. Enfin, il a une idée de ce qu'il recherche. Nous, en fait, on se laisse surprendre. Et moi, je veux toujours me laisser surprendre. Et je veux surtout aussi faire en sorte que les autres soient surpris. C'est-à-dire que quand je vais témoigner, je fais très attention à ce que je dis pour ne pas donner de dogme ou même les idées que j'ai, parce que j'ai des idées. J'ai mes propres idées de certaines choses. Mais je préfère ne pas les donner et laisser un champ vaste pour que les personnes puissent faire leur propre expérience. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus enrichissant. Alors, il y a quelque chose qui est assez incroyable aussi, c'est que maintenant, tu arrives aussi à guérir certaines pathologies. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Jusqu'où tu iras? Alors, en fait, je me suis aperçu que, et je pense, très sincèrement, je pense pas que ça soit quelque chose de surhumain, parce que pour moi, tout le monde peut le faire. Justement, en me rendant compte qu'il y avait ce champ énergétique, on va dire, et me rendant compte que moi aussi, j'en ai un de champ énergétique, et qu'avec la volonté, une certaine volonté, eh ben, je peux modifier ce champ énergétique, mon propre champ énergétique. Je me suis rendu compte qu'en modifiant mon champ énergétique, je pouvais aussi aller faire certaines modifications dans le champ énergétique, enfin ce champ subtil des personnes, et que ça induisait des guérisons, des soins, des choses qui étaient bonnes pour la personne. Je pense qu'on est tous capables de le faire. Après, où est-ce que ça va s'arrêter? Je sais pas. Moi, j'ai pas, je me mets aucune limite. Et à chaque fois que je m'en suis mis, de toute façon, elles ont été dépassées. Parce que moi, je pensais, avant, je faisais que des sorties hors du corps. Puis quand j'entendais des personnes qui disaient, bah moi, j'entends des voix, je suis médium et tout, bah, je me moquais un peu d'elles.
je n'ai pas enfin, je n'ai jamais été très ouvert, en fait, au final. C'est paradoxal. C'est très paradoxal. Mais c'est vrai que, et ça, Sylvie et Claude Charles, ils me le disent souvent et ils se moquent de moi pour ça. Et ils me disent, mais tu te rends compte quand même, avant, tu voyais les médiums, tu disais, oh, ouais, c'est n'importe quoi. Tu as commencé à entendre des voix. Et voilà, la prochaine étape, je sais pas. Mais en tous les cas, moi, je suis fermé à rien. Ce qui serait cool, c'est de développer quelque chose d'ultra pratique. Ça serait par exemple la téléportation. Ça m'éviterait de prendre ma voiture. Ça serait peut-être mieux pour la planète. Peut-être dans 10 ans, je reviendrai te voir et puis Ouais, on et verra tu sur la feras ça. téléportation. Ouais. Bah, t'auras pas besoin de venir me voir, je viendrai te voir directement. Bien sûr, bah, bien sûr. suis-je bête. Pour revenir à la guérison, comment ça s'est manifesté comment tu t'es rendu compte que tu arrivais à guérir des gens et de quoi tu les as guéris? Alors, comment je m'en suis rendu compte tout simple. Enfin, je me suis rendu compte que j'avais une espèce d'appel. En fait, c'était. Je sais pas trop comment expliquer, mais la première fois que ça m'est arrivé, c'est mon père qui il avait un problème de genou. Bon, il s'est fait opérer, mais il avait mal au genou. Et spontanément, je lui ai mis les mains sur le genou. Ça l'a soulagé. Ça l'a beaucoup soulagé. Bon, ça n'a pas empêché qu'il se fasse opérer parce que on pouvait pas reconstruire le cartilage. Enfin, c'est pas, on n'est pas non plus dans le domaine du miracle. Et puis, du coup, ça c'était la toute première fois où ça m'est arrivé. Après, voulant explorer et aimant essayer plein de choses, et ben là je me suis lancé, j'ai commencé à essayer de soigner tout et rien. Et à chaque fois que quelque chose se présentait, j'essayais. Ça coûtait rien, ça me plaisait, j'essayais. Je me suis rendu compte qu'il y avait cette capacité-là, qu'effectivement on pouvait soigner, voire guérir. Je fais la différence entre les deux, parce que soigner, c'est voilà, pour diminuer une douleur ou quoi que ce soit. Et la guérison totale, c'est l'absence de la maladie en question. Et typiquement, en tant qu'infirmier, moi je travaille en EHPAD, donc avec des personnes âgées qui ont souvent des plaies. Elles se font des plaies, soit parce qu'elles s'écorchent et puis ça cicatrise mal, etc., etc. Et je me suis rendu compte que quand je faisais un pansement en mode infirmier classique, sans me concentrer dessus, bah, il y avait la cicatrisation qui se faisait en un certain temps. Si je mettais l'intention et si je mettais cette énergie, on va dire, à travers le pansement, eh bien on diminuait de moitié, voire de 2/3, le temps de cicatrisation. Et des personnes que j'avais eues en EHPAD, en hébergement temporaire, qui étaient venues avec une plaie qui traînait depuis 3 mois, impossible à soigner, je l'ai fait passer en 15 jours. Plusieurs possibilités, toujours mes hypothèses. Soit, effectivement, donc, enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui agit à ce moment-là. Soit, c'est ma propre énergie qui va agir sur la cicatrisation. Soit, c'est une espèce de connexion entre ma conscience, la conscience de la personne, qui va lui permettre à elle-même de retrouver la capacité de se guérir et de se guérir rapidement. Soit il y a un peu des deux, c'est-à-dire un peu de moi, un peu d'elle. C'est l'hypothèse vers laquelle je me tourne, parce que je me suis rendu compte que plus le lien émotionnel était fort de mon côté comme de l'autre, plus la capacité de guérison ou de soin était forte. Si c'est une personne pour qui j'ai pas de sympathie et qui n'en a pas non plus à mon égard, j'ai l'impression que ça marche moins. Ça marche, mais ça marche moins. Je pense qu'il y a une espèce de connexion au niveau émotionnel
qui permet d'accélérer les soins. Ouais. Est-ce que tu en as parlé à d'autres infirmiers, infirmières? Est-ce qu'ils ont essayé? Est-ce que ça a marché? Alors, j'en ai parlé bien évidemment aux autres infirmiers et infirmières, parce que dès que je vais travailler dans un lieu, les gens googlisent, donc ils savent exactement ce que je fais. Et donc je suis le bizarre de service. Et donc on en discute beaucoup. Il y en a qui sont fermés à ce genre de choses, mais il y en a aussi beaucoup qui sont ouverts dans la communauté infirmière et même dans la communauté médicale, mine de rien. Il y a quand même pas mal de personnes qui sont ouvertes à ces sujets-là et à ces capacités-là. Et oui, elles essaient, mes collègues essaient de mettre leur petit plus lorsqu'elles font les soins, et elles se sont rendues compte que, effectivement, de la même manière, ça agit. Ça agit aussi bien que toi? Je suis pas allé vérifier, j'ai pas fait les tests aussi rigoureusement que je le fais pour moi, parce que ça se fait pas, mais ça serait intéressant qu'on le teste. Ça serait intéressant de faire une étude à grande échelle sur ce sujet-là. De la même manière, je me suis rendu compte que lorsqu'on donne un médicament en conscience, ou lorsque la personne prend un médicament en conscience, eh bien les effets indésirables sont moindres par rapport à si on le prend comme ça de façon lambda. Qu'est-ce que tu appelles en conscience? C'est comme si eh bien, l'acte de donner le médicament, ou l'acte pour une personne, enfin oui, surtout pour les personnes âgées, c'est le fait de leur donner le médicament et de visualiser le bienfait que ça va lui apporter. Plutôt que simplement de donner le médicament sans trop savoir, mais de visualiser le bienfait, eh bien, je me suis aperçu que les effets indésirables étaient moindres. Ouais. Ça marche sur toi aussi? Ouais, ça marche sur moi aussi, Ah oui. même si je prends pas beaucoup de médicaments, mais oui, ça marche sur moi aussi. Et est-ce que du coup, ce que tu as découvert empiriquement en faisant des pansements aux personnes que tu soignes, ça peut marcher aussi dans d'autres domaines que le soin? Je sais pas, tu vois? Bien sûr. Je pense que le soin, c'est mon domaine parce que je suis infirmier, mais tout ce qu'on peut faire, alors oui, tout ce qu'on peut faire, si on le fait en conscience et si on le fait en y mettant une intention particulière, et le cœur, parce que je pense qu'il y a de ça aussi, hein, enfin, le cœur, c'est aussi un mot, on va dire l'émotionnel, voilà, mais l'émotionnel positif, la bienveillance, voilà. Eh bien, les choses s'améliorent. Par exemple, je fais partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Perception du Vivant, et là, on travaille avec des agriculteurs sur, justement, comment remettre de la conscience dans l'agriculture et dans, par exemple, les semis, les greffes et les choses comme ça. On travaille en ce moment avec un pépiniériste vigneron du Beaujolais. On travaille sur son travail de greffe. Il greffe des vignes, des pieds de vigne. Et en fait, on s'est aperçu que lorsqu'il faisait ses greffes de vigne, classiquement, il avait 50% de reprise sur ses vignes. Il y avait 50% des pieds qui meurent et 50% qui vivent. Et on a fait les tests, on a essayé de le faire de façon lambda, et un autre où en fait on y a mis l'intention que les vignes partent bien, que la greffe se fasse bien, que les deux parties s'entendent, un peu comme si on les mariait, voilà, si on faisait en sorte de les faire se connaître avant. Et en fait, on s'est aperçu que là, on avait 80% de réussite. Ah oui. Un taux qu'il n'a jamais vu et que tous ses collègues pépiniéristes n'avaient jamais vu. Donc on travaille. Donc c'est un groupe qui est là dans la région Rhône-Alpes. On travaille sur ça. Donc il y a des très jeunes, enfin des jeunes dont je fais partie, et puis des beaucoup moins jeunes, des personnes qui sont un peu ouvertes à tout ce qui est biodynamie, des choses comme ça. Voilà. C'est de l'agriculture un peu particulière, basée sur la lune, les influences, etc.
Hein. Et donc, on travaille sur le fait de co-créer avec le vivant et de faire en sorte qu'on fasse des choses de manière en conscience et en bienveillance. Ouais. Donc, voilà. Ça, c'est incroyable. Ça, c'est génial. Mais moi, j'adore. J'adore parce que, déjà, d'une part, c'est utile. D'autre part, ça fait évoluer les mentalités. On n'est plus dans la matière. Ça existe. Enfin, la matière, c'est... ok, c'est là, oui, on peut la toucher et tout, et encore, on n'est même pas sûr, c'est peut-être juste une illusion, j'en sais rien. Toutes les potentialités, et puis c'est surtout le monde, la Terre, notre Terre, elle est bien plus que matière. Et le fait de travailler sur ces capacités-là qu'on a, c'est aussi se reconnecter à ce qu'est vraiment la Terre, c'est-à-dire plus qu'un simple rocher qui flotte dans l'univers. Quand on a préparé cet entretien, tu m'as raconté quelques expériences assez incroyables qui t'ont marqué, en positif ou en négatif. Est-ce que tu peux nous en raconter une ou deux? Pour revenir sur cette capacité à entendre des voix, ça c'est quelque chose qui m'a marqué. Positivement maintenant, négativement sur le moment, parce que j'avais l'impression de perdre le contrôle, de ne pas du tout être acteur de ça, mais être victime, parce que jusqu'à présent, mes capacités, c'était, je pouvais voir à distance, sortir de mon corps, c'était quelque chose que je maîtrisais. Pouf, c'est moi qui décidais, tac. Là, c'est quelque chose qui s'impose à moi. Alors sur le moment, ouais, ça n'a pas été top. Puis, en fait, avec le temps, je trouve ça super parce que ça m'a ouvert à quelque chose à une espèce d'inconnu que j'imaginais, mais pas aussi... j'avais jamais touché du doigt, par peur, très certainement. Par peur. Et dans le livre Connexion, parce qu'on n'en a pas parlé, dans ce livre, donc Claude Charles et Sylvie posent des questions à toi et à d'autres personnes de manière individuelle et indépendante. Des grandes questions un peu métaphysiques, hein, pourquoi, comment, etc. Et toi, tu as la particularité de ne même pas regarder les questions. Non. Comment ça s'est passé avec toi? Alors, justement, oui, pour ce livre, le livre Connexion, en fait, l'idée de ce livre n'existait pas vraiment à la base. Et suite au test avec les enveloppes, et j'ai commencé à entendre des voix, eh bien, Sylvie et Claude Charles ont commencé à vouloir poser des questions à ces voix, pour voir si, au-delà des images, on pouvait avoir des réponses à certaines questions. Et en fait, on a essayé au départ, ils ont essayé de poser les questions comme ça, tout de go, ça répondait pas. Donc on a décidé de faire le même protocole, c'est-à-dire d'écrire la question, de la mettre dans une enveloppe, d'en faire plusieurs comme ça, plusieurs questions avec plusieurs enveloppes, on mélange tout, je tire une enveloppe au hasard, et on voit ce qui se passe. Mais tu ne lis pas la question? Non. La question est dans l'enveloppe, fermée, cachetée, je ne lis pas la question, et là, j'ai une réponse. Des réponses à la question. Et bien souvent, les réponses reprennent les termes de la question. C'est dingue. Oui, oui, c'est dingue. Et à chaque fois, c'est des trucs... c'est très spirituel. La façon dont c'est dit, c'est très spirituel. Moi, c'est compliqué pour moi parce que je ne peux pas faire mien ce qui est noté, dans le sens où, justement, ça dépasse mes capacités spirituelles, même si je me suis ouvert à tout cet espace-là, c'est quand même un peu au-delà de ce que je peux imaginer. Le plus extraordinaire, c'est aussi le fait de... ça répond à des questions, mais moi, je ne suis pas au courant, je ne les vois pas. Et donc, une fois qu'on a commencé à poser ces questions, Sylvie et Claude Charles ont voulu aussi poser les mêmes questions à d'autres médiums, d'autres personnes qui étaient en capacité de rentrer en connexion. Bon, malheureusement, ça
C'est mon côté très scientifique qui veut ça. Malheureusement, les autres personnes sont obligées d'être en connaissance de la question. Bon, c'est pas... Tout le monde n'est pas toi. Non, tout le monde n'est pas moi. Mais ça a été intéressant parce que justement, on a eu plusieurs points de vue, entre guillemets, de cet invisible-là sur une même question. Et c'est vrai que moi, ce livre-là, je l'ai dévoré, alors que je lis absolument pas ce genre de livre habituellement. Voilà, j'y suis dedans, donc je l'ai lu, mais je l'ai dévoré aussi. Et voilà, donc à la base, ce livre n'aurait jamais dû se faire, et il s'est fait parce qu'il y a eu cet élément, on s'y attendait pas. Est-ce qu'il y a une réponse que tu as eue dans le cadre de ce deuxième livre, Connexion, ou troisième, qui t'a particulièrement surpris, choqué, tu n'y attendais pas Alors, ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, je me souviens pas des réponses, ni des questions. En fait, on me les dit, j'entends, je les écris, et après, ça m'est impossible comme ça de ressortir une phrase. Je ne pourrais pas. Parce que j'ai l'impression que c'est pas moi qui les ai construites, et c'est comme si en fait l'information ne faisait que passer pour être transcrite, et après c'était complètement effacé. Ouais. Donc non, faut que tu reprennes le livre. Ouais, faudrait que je reprenne le bouquin pour savoir lequel m'a plus marqué, mais en fait, en gros, l'idée qui me marque le plus, c'est l'idée que rien n'existe et tout existe à la fois. Et c'est comme si... Ouais, c'est comme si on était dans un espèce d'entre l'existant et le non-existant. Mais nous, on a l'impression qu'on existe. Mais je ne saurais pas comment expliquer, mais cette espèce de frontière là, comme si en fait on était sur une frontière, et c'est ce qui me marque le plus, c'est cette espèce d'incertitude et d'absolu inaccessible un peu. Je sais pas comment expliquer. Mais de toute façon, quand on lit le livre, les réponses que toi tu donnes sont toujours très compliquées à comprendre. C'est ça. C'est vrai que c'est pas long, mais moi quand je les lis, ou que je les relis parce que je les avais pris en sténo, je me torture l'esprit en me disant et c'est ultra profond, et en fait moi je le lis une fois, 2 fois, 3 fois pour essayer de comprendre, et à chaque fois que je le relis, je comprends autre chose. C'est beau, mais moi ce qui m'aide, c'est que je le prends vraiment pas comme si c'était moi qui l'avais écrit. Et ça me fait beaucoup de bien, parce que du coup, j'ai pas... ça nourrit pas mon ego, en fait. Je me sens juste celui qui retranscrit, qui comprend rien à ce qu'il retranscrit, mais qui retranscrit. C'est comme si on me parlait chinois, et que j'arrivais à retranscrire le chinois, mais que je comprenais absolument pas ce qui se passait. Voilà. Et puis, quand on a échangé sur tes expériences incroyables, multiples et variées, tu m'as confié aussi qu'une fois, tu t'es retrouvé dans le corps d'une autre personne. Ah oui, alors ça fait partie des expériences pas géniales. Donc il y a eu plusieurs expériences pas géniales, dont l'expérience d'incorporer le corps de quelqu'un. C'est-à-dire que... Sans faire exprès, on est d'accord. Sans faire exprès, on est d'accord. Chaque soir, avant de m'endormir, je fais une sortie hors du corps. Ça, c'est tous les soirs. Et, comme nous tous. Comme je rigole. Oui, ah non, ici. Si. Ah, mais ça, j'en suis persuadé. Ok. Alors, je vais rebondir sur ça. Pourquoi est-ce que je pense qu'on fait tous des sorties hors du corps ? C'est arrivé à tout le monde, au moins une fois, mais ça arrive plus souvent, que juste avant de s'endormir, on ait la sensation de tomber dans un trou, de louper une marche. Comme si on tombait, et ça nous réveille. Moi, cette sensation-là, c'est celle que j'ai quand je reviens d'une sortie hors du corps. J'ai juste la capacité de me souvenir de ce qui s'est passé avant. C'est tout. Mais la sensation, c'est exactement la même.
moi, quand j'ai cette sensation, enfin, voilà, je fais ma sortie hors du corps, je reviens et j'ai cette sensation de tomber dans un trou, de louper une marche ou de tomber dans un puits, ou, enfin, bon, bref, cette sensation-là que vous avez tous, Oui. tout le monde a expérimenté à minima une fois, voire beaucoup plus, mais à minima. Et en parlant avec d'autres personnes, et je leur ai dit, mais voilà, moi je fais ça, et puis quand je reviens, eh ben, j'ai l'impression de tomber dans un trou. Ah, mais ouais, mais moi je vis ça. Mais, bah ouais, bah alors donc tu dois vivre une sortie hors du corps. À mon avis, enfin, il est possible que cet élément-là soit un élément de la sortie hors du corps, donc du retour de la sortie hors du corps. Mais pourquoi est-ce que moi je me souviens de ce qui se passe avant? Je sais pas. Je pense que c'est une facilité que j'ai, tout comme les pianistes qui ont des facilités à jouer au piano, mais tout le monde peut le faire. Ben moi, j'ai la facilité, j'ai cette capacité à me souvenir de ce qui, à me souvenir de ce qui s'est passé juste avant. Donc, pour revenir à la question de base, le soir, je fais une sortie hors du corps, et puis un jour, c'est plus dans les années 2010, peut-être 2012 ou 13, enfin bref, je sais plus. Au lieu de me retrouver dans le cosmos, comme tous les soirs, parce que quand je sors de mon corps le soir, pouf, je me retrouve dans le cosmos, c'est très joli, je peux pas vérifier, donc pour moi ça reste très créatif. Et bien je me suis retrouvé, en fait, dans le corps de quelqu'un, devant la télé. Donc j'étais dans un canapé, comme ça, à plus pouvoir bouger, avec une bière dans la main, ça c'est très bien, parce que j'aime bien la bière, à regarder un match de foot, ça c'est moins bien, et complète impossibilité de bouger. J'avais tout mon esprit, ma capacité de réfléchir, etc. Mais je ne pouvais pas bouger. Et je ne savais pas comment arrêter le phénomène. Ça s'est arrêté, donc je suis revenu dans mon corps. Et pendant une quinzaine de jours à peu près, eh bien, tous les soirs, je me retrouvais dans ce corps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chaque soir, au lieu de me retrouver dans le cosmos, je me retrouvais dans le corps de ce monsieur. Au début, pareil, les premières fois, j'arrivais, impossible de faire bouger le corps, rien. Puis petit à petit, j'ai commencé à réussir à faire bouger le corps, à pouvoir parler. Le corps du monsieur ? Ouais. Et donc, pour pouvoir essayer de me déplacer, j'ai essayé, comme toujours, à vouloir vérifier les choses, j'ai essayé de trouver des éléments d'adresse, savoir qui était cette personne, parce que moi, la grande question, c'était qu'est-ce que lui est en train de vivre pendant que je suis à sa place, quand je suis dans son corps. Est-ce qu'il est en train de voir tout ce qui se passe et d'avoir la sensation d'être possédé? Est-ce qu'il est en train de vivre une sortie hors du corps? Auquel cas, tant mieux pour lui. Est-ce qu'il vit autre chose que je ne sais pas? Donc pour moi, en fait, c'était ultra important de savoir ce qu'il vivait, parce que je pouvais décemment pas faire vivre quelque chose de négatif à quelqu'un. C'était pas possible, même si je ne maîtrisais pas le fait de prendre possession de son corps, on va dire un peu un mot qui choque, je pouvais pas le maîtriser, mon but n'était pas de le faire, quoi, et de lui faire du mal. Donc j'ai essayé de trouver des éléments qui me permettraient de rentrer en contact avec lui. Je l'ai eu fait. Donc tu lui as écrit? Je lui ai écrit, parce que j'avais réussi à trouver une adresse. Et il habitait très loin de chez toi, d'ailleurs. Oui, il habitait à l'autre bout de la France, donc plutôt dans le nord. Nord. Et d'ailleurs, s'il regarde cette vidéo, n'hésitez pas, contactez-moi, parce que vraiment, j'aimerais bien qu'on puisse en discuter. Mais ouais, ça... Et il n'a pas répondu. Le truc, c'est qu'il n'a pas répondu. Ouais, il n'a pas répondu. Alors, après, j'en avais parlé à Sylvie et Claude Charles, comme quoi j'avais pris contact. Ils m'ont dit, mais t'es fou et tout. Faut surtout pas faire ça. S'il avait vécu quelque chose d'étrange, il aurait certainement répondu. J'ose croire, ouais. J'ose croire. Heureusement, après le phénomène donc s'est arrêté, j'ai réussi à trouver, entre guillemets, la porte de sortie. Parce que, au moment où je commence la sortie hors du corps, il y a
un milliardième de seconde où je suis dans une espèce d'entre-tout, on va dire. C'est une espèce d'entre-monde où il y a toutes les potentialités. Et du coup, je me suis aperçu que dans cette entre-tout, entre-monde, eh bien, je pouvais soit faire une sortie hors du corps classique, soit aller dans le corps de quelqu'un. Donc, j'ai réussi à trouver juste ce moment-là et à éviter de faire ces incorporations et à retourner vers les sorties hors du corps. Ouais. Je mets quelques secondes pour m'en remettre. Moi, j'ai mis un peu plus de temps. Mais oui, pour m'en remettre. Ouais. Et dernière question, parce qu'on va arriver à la fin de cet entretien. Quel regard tu portes, toi, sur tout ce que tu vis depuis le début? Est-ce que tu y mets un sens ou pas? Est-ce que tu as l'impression que c'était prédestiné ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, est-ce que je mets un sens? Oui, je vais mettre un sens dans l'idée que je pense que la conscience globale, dont on fait tous partie, a besoin de s'expérimenter elle-même. Et je pense que certaines personnes, comme moi, qui faisons partie de conscience globale, on permet à cette conscience de vivre certaines choses dont elle est capable. C'est-à-dire, voilà, d'explorer les choses. Je pense que le but de tout ça, de toutes ces expériences que je vis, c'est pour la conscience globale, voilà, qu'elle vit ces trucs, probablement aussi, et le fait de témoigner pour permettre une ouverture des esprits, entre guillemets, ou de cette espèce d'idée de la vie qu'on se fait, pour se dire que la vie n'est pas que matérielle, il y a sûrement autre chose. Enfin, oui, il y a autre chose, mais voilà. Ne pas mettre trop de mots dessus, ne pas dogmatiser les choses, et d'essayer de garder la plus grande ouverture possible, et de faire sa propre expérience, ça c'est hyper important. Après, du sens pour moi, personnellement, oui, parce que maintenant, si aujourd'hui je perdais les capacités que j'ai, sortie de corps, vision à distance, tout le reste, j'aurais l'impression d'être amputé d'un membre ou d'un sens. Si là, par exemple, j'avais pas la capacité de savoir ce que fait mon copain, ça m'embêterait beaucoup. Donc, parce que j'aurais l'impression de perdre quelque chose, comme quand on est addict à son portable et qu'on le perd, ou la vue. Enfin voilà, c'est vraiment comme si je perdais un de mes sens. Ouais. Donc pour moi, c'est j'ai développé des sens qui, pour moi, sont accessibles à tous les humains, parce que j'ai rien de plus, à mon avis. Après, pourquoi moi et pourquoi pas d'autres, j'en sais rien. Je sais pas. Mais moi, ça me dérange pas d'être à minima un porte-parole, et puis un explorateur aussi, ça c'est cool. Merci beaucoup, Nicolas. Eh ben, je t'en prie. Merci à vous.